Alors maintenant, c'est le temps de la discussion. Voilà, Bien, bonjour à tous. Merci pour vos présentations qui étaient toutes très enrichissantes. Sylvain Dernat, donc plateforme Gemae du laboratoire Territoire INRAE. Moi, j'avais une question pour Nathan Ferré sur la question des skins. On a fait une étude exploratoire, nous, sur Farming Simulator, donc qui jouit du même acabit sur les skins, etc. Et est-ce que vous pensez pas qu'il y a une forme de fétichisme en fait des joueurs derrière le fait d'accumuler des skins, et quand je parle de fétichisme, notamment autour des marques, parce qu'il y a de plus en plus de marques qui mettent des skins à l'intérieur des jeux vidéo, et est-ce qu'il n'y aurait pas justement l'envie d'accumuler finalement des choses autour de marques sur les qu'on préfère. Nous, quand on a fait sur Farming, il y avait justement à l'intérieur de ce jeu-là des marques spécifiques que les gens accumulaient pour pouvoir jouer et pouvoir les montrer. Donc il y avait cette espèce de fétichisme-là. Et ma deuxième question qui est en lien, c'est il y a de nombreux jeux aujourd'hui qui proposent des créateurs de modes, des modes bac à sable, pour créer des skins, pour créer des modes en plus. Et est-ce que vous avez regardé ça? Et est-ce que les gens, du coup, ils vont créer leurs propres skins pour finalement se démarquer dans le jeu dans lequel ils sont? Voilà, merci à vous. Merci beaucoup pour ces questions. Pour la deuxième question, je dois avouer que je me suis pas du tout intéressé à ces pratiques de modding directement de skins, et je pense reste quand même assez marginal dans le paysage du marché des skins en général. J'avais mis au début les 5 jeux les plus dont les joueurs consomment le plus de skins et qui font une grosse part du marché, et dedans il y a Fortnite, etc. Et pour la première question sur le fétichisme des marques, le mot fétichisme, si vous pensez à un concept marxiste de fétichisme de la marchandise ou des choses comme ça, oui, je pense que vous avez assez raison, d'autant plus qu'il n'y a pas, dans l'idée de fétichisme, il y a l'idée qu'il n'y a aucune prise en compte des conditions de production de la marchandise. Or là, c'est vrai que c'est des marchandises qui apparaissent comme presque incréées, qui tombent du ciel comme ça, sans que, et avec un coût de reproduction marginal quasiment zéro. Donc c'est vrai qu'il y a un côté totalement d'ignorance du mode de production de ces marchandises-là. Et par rapport aux marques, dans la régression, j'ai fait une autre régression à côté, comme je vous avais dit, sur un sous-échantillon qui avait répondu à une version plus longue. Et effectivement, l'achat de skins était corrélé à la pratique complétionniste et de collection de jeux vidéo. Donc il y a effectivement une mise en valeur aussi de ces objets virtuels par une forme de mise en collection. Je renvoie au livre de Luc Boltanski et d'Arnaud Esquerré sur enrichissement et la forme collection comme une forme de mise en valeur des choses par leur mise en série. Et il y a effectivement totalement cette chose-là. Et sur les marques, ça devient de plus en plus un terrain effectivement pour les marques. Là, j'ai mis l'exemple de Louis Vuitton qui est le plus parlant, mais effectivement, ça devient de plus en plus. Je pense qu'il y a les marques ont très bien compris que l'attachement émotionnel et affectif avec un avatar peut être source d'investissement dans une marque en elle-même. Et d'une manière générale, le capitalisme contemporain fait vraiment production de richesse, de production de personnages, de pop culture et de support d'identification. Il y a vraiment une dynamique identitaire qui se met en place, et les marques s'engouffrent par cet outil qu'est l'avatar, à mon avis, effectivement. Professeur Belmas. Je tenais à remercier les 3 participants pour leur communication diverse et intéressante. Donc, j'ai une question pour chacun d'entre eux. Pour Yannick Rochat, vous avez abordé la question fondamentale de la conservation des archives numériques, en quelque sorte. Et comment allez-vous résoudre le problème des supports numériques, puisque c'est un des problèmes essentiels de la conservation. On a peut-être les documents, mais on ne peut plus les lire. Comment allez-vous faire? Allez-vous les répliquer à l'infini? Merci beaucoup pour cette question. Donc, il y a une question de réplication à l'infini, en effet. Enfin, si on voit sur plusieurs siècles, c'est des questions auxquelles on ne peut pas vraiment répondre. Là, dans un temps plus court, on a accès à des moyens de stockage qui font que les supports anciens prennent relativement peu de place. L'enjeu, c'est plus en fait l'urgence de réussir à les retrouver, à extraire l'information. Après, effectivement, c'est pas très élégant, enfin c'est pas très glamour d'expliquer qu'on va tout sauver sur un disque dur, qu'on va backuper 2 fois et puis qu'on remplacera tous les 5 ans. Ça a des coûts, ça a un coût énergétique, environnemental qui est élevé.
Mais si on regarde vers le passé, le poids en fait que pèse ce patrimoine est vraiment extrêmement léger par rapport aux données qui transitent aujourd'hui. Donc voilà, je pense que dans un premier temps, en attendant de réussir à figer l'information dans l'ADN ou bien ce genre de technologie qui est en cours de développement, on va continuer à envisager en fait de backuper des disques durs et des serveurs. En tout cas, c'est une entreprise louable et absolument essentielle. Ma deuxième question, pour Nathan Ferré, en réalité, j'ai une petite question et une plus grande question. Alors, vous avez évoqué l'achat de ces skins et vous avez donné leur prix. Moi, j'ai trouvé que c'était cher quand même. Hein. Et vous avez dit, vous avez donné leur prix en euros. Mais ils paient comment? En euros ou en bitcoins? Alors, en fait, l'acquisition de skins passe par 3 biais, soit gratuitement en remplissant des objectifs de jeu, donc là on paye avec son temps de travail ludique, quoi. Soit en monnaie virtuelle, notamment dans le magasin Fortnite, c'est des V-Bucks, donc c'est une monnaie virtuelle propre au jeu, payable en argent. Et voilà. Et sinon, c'est directement, oui, en euros ou en dollars. En bitcoin, doit y avoir effectivement, parce que le marché de la revente de skins flirte avec la légalité, notamment en termes de droits d'auteur des skins, etc. Et ça m'étonnerait pas effectivement qu'on puisse payer en bitcoin sur certains sites un peu louches. Mais ce que je voulais savoir, c'est s'ils pouvaient utiliser une monnaie virtuelle. Voyez. Oui. Propre au jeu. Les éditeurs sont leur propre banque centrale en monnaie V-Bucks ou en... Enfin, genre, oui. Alors, ma seconde question pour vous, Nathan, est d'ordre méthodologique. Ouais. Vous avez évoqué l'appartenance politique de vos sondés, enfin de votre cohorte. J'aurais aimé savoir si vous leur avez posé la question sur leur sensibilité politique ou leur proximité d'un parti politique. Parce que c'est pas tout à fait la même chose. Ouais. Merci pour cette précision, mais ça me permet de préciser. C'était une question classique des questionnaires. Enfin, j'ai repris le format classique des questionnaires INSEE sur l'orientation politique, où ils devaient se placer sur une échelle qui va d'extrême gauche à droite, et ils pouvaient cocher la case autre s'ils se reconnaissaient pas dans cette. Donc non, j'avais pas de question dans l'affiliation à un parti. C'est vraiment l'orientation politique. Oui, parce que c'est très différent et ça peut induire, je dirais, des biais d'erreur. Enfin, ma dernière question, et après je cède la parole aux autres intervenants, est pour Madame Lamprini et Tilaka. Pardon, excusez-moi. Je trouve votre entreprise vraiment très intéressante parce qu'on évoque sans arrêt dans les médias les dangers d'Internet pour les enfants. Et je voulais savoir si votre étude va aboutir à une sorte de guide distribué dans les écoles et enseigné dans les écoles. Oui. En fait, merci beaucoup pour votre question. Et du coup, le but de ces projets, c'était qu'on arrive à avoir un guide. Et je suis en train de faire ça et je suis en fait de finir avec ces guides. Et quand je dis pour les projets à venir qu'on va tester avec les écoles en Nouvelle-Calédonie, ça va être aussi le premier contexte dehors de la Guadeloupe je vais les fournir aux enseignants là-bas et il y a un projet en cours sur ça. Donc, et question annexe, est-ce que le ministère de l'Éducation nationale, qui est une véritable pieuvre tentaculaire, l'imposera dans les écoles ou le fera diffuser dans les écoles? Est-ce que le ministère de l'Éducation nationale le fera diffuser dans les écoles? Il devrait l'imposer? Je ne suis pas à ce niveau-là, je pense, pour le moment. Pour le moment, j'ai des relations avec l'Académie en Guadeloupe. Oh, ben c'est déjà ça, c'est déjà bien. Et je ne sais pas qu'est-ce que ça va arriver après au niveau national. Et petite question indiscrète, est-ce que le recteur est favorable? Je sais pas. Est-ce que le recteur de l'Académie Anti-Guadeloupe est favorable? Et en fait, ils ont très bien accueilli les projets aussi. L'année dernière, me proposaient aussi si je peux faire plus d'expérience au niveau collège aussi. Parce qu'il y avait... oui. Oui. Merci beaucoup. Ah, Thierry. C'est une ultime question, nous allons voir.
Merci à tous les trois. J'aurais encore une question pour Yannick Rochat. Vous nous avez présenté la nécessité, en quelque sorte, d'une sauvegarde de ce patrimoine vidéoludique. Je me demandais si, par ailleurs, vos travaux tentaient aussi un pont avec les Heritage Studies, les sciences du patrimoine, toute une réflexion sur qu'est-ce que ça signifie que cette mise en patrimoine de certains objets ou de certaines pratiques, je pense au patrimoine culturel, immatériel, etc. Alors, merci beaucoup pour cette question. J'ai pas de réponse immédiate. Je me réjouis qu'on en discute. Je pense que par rapport au statut en fait des jeux vidéo, leur production, elle est elle est plus limitée quand on pense en fait aux jeux qui sont créés commercialement. Donc, il y a toujours un petit peu cette ambition de tout intégrer en fait dans ces projets patrimoniaux et puis de pas se poser la question en fait de leur statut ou de leur validité à l'intérieur. Aujourd'hui, quand on creuse, on réalise qu'en fait la majorité des jeux, si on considère en fait chaque jeu qui est créé, la majorité sont pas commercialisés. C'est une pratique en fait individuelle, amateur, qui peut énormément nous renseigner sur l'histoire de l'informatique, l'histoire de ces apprentissages en fait du numérique au siècle passé. Donc c'est là où effectivement ça va être plus compliqué de donner une légitimité à ces objets, de reconnaître leur importance, qui sont toujours créés aujourd'hui. Et donc là, je serais très heureux de poursuivre la discussion avec vous justement pour bénéficier de cette expertise. Parce que c'est quelque chose en fait, c'est un problème que je vois venir, pour lequel j'ai pas de solution. J'ai pas non plus en fait, à travers mon parcours académique, l'expérience en fait nécessaire pour répondre seul à cette question. Il y a une question passionnante, c'est est-ce que le processus de patrimonialisation est le même pour ces objets virtuels que sont les jeux vidéo et pour des pratiques traditionnelles, la lutte turque, etc. Mais est-ce que c'est je suis pas sûr de pouvoir répondre en fait directement ici. C'est un peu l'importance qu'on leur donne en fait. Jusqu'à maintenant, on voit qu'en Suisse, on s'est complètement désintéressé de ces questions, à part quelques communautés plutôt historiennes amateurs. Et donc aujourd'hui, maintenant, ça se retrouve en fait sur le devant de la scène. Pas forcément grâce à notre travail à nous, mais on voit qu'il y a eu, grâce en fait à une actualité politique, il y a un intérêt qui se retrouve un petit peu partout en Suisse. Et donc finalement, cette patrimonialisation ou ce désir de patrimonialisation, voilà, il a émergé un peu avec l'époque, mais aussi avec un contexte géographique qui n'est pas le même dans les autres pays. Donc moi, je suis plutôt là pour observer. Si j'arrive à comprendre comment je peux donner des impulsions, j'essaye en fait de les appliquer. Mais voilà, je suis plutôt un peu limité au terrain. Merci. Merci pour la question. Merci. Écoutez, Cher Céline, il n'y a pas d'autres questions. Je regarde quand même en ligne, mais je ne pense pas qu'il y ait de prise de parole. Non, écoutez... madame, pardon. Ah, très bien. Oui, merci beaucoup. Par rapport à la question qui vient d'être posée, je pensais que c'était aussi une question... Christiane Voller, je suis philosophe, et je pensais que c'est une question qui rejoint aussi en art celle de l'obsolescence programmée. C'est-à-dire, dans le domaine artistique, il y a effectivement une vraie problématique par rapport à des œuvres qui sont de plus en plus, évidemment, des œuvres virtuelles ou qui prennent en compte des dimensions informatiques, mais même des œuvres en fait antérieures à celle-ci, mais qui mettent en jeu en fait des problématiques techniques et justement leur actualisation. Cette question, elle rejoint en fait celle des jeux vidéo, et elle la rejoint, je pense, d'autant plus que si en art, la question de la patrimonialisation, c'est quand même une question, séminale, dans le domaine des jeux vidéo, pas du tout, puisque c'est quand même originellement une question essentiellement finalement marchande et capitalistique. Donc, du coup, je voulais vous poser cette question de ce rapport que vous établissez avec cette problématique de l'obsolescence programmée, justement, pour non seulement conserver du point de vue patrimonial, mais aussi anticiper sur les conservations futures d'objets présents qui ne présentent pas ce problème actuellement, mais qui évidemment le présenteront nécessairement plus tard. Oui, alors merci beaucoup d'avoir rebondi là-dessus.
Il y a beaucoup d'installations en fait vidéoludiques ou bien des installations qui rejoignent aussi des installations plus purement artistiques et puis moins en fait dans la capitalisation marchande, qui vont exister en fait en un lieu unique et puis qui finalement vont demander les mêmes techniques pour les sauvegarder. Et donc j'ai l'impression que là on peut faire aussi une passerelle, un pont vers la patrimonialisation aussi du jeu vidéo, avec une approche qui est plus marchande. Enfin, ça reste en fait des œuvres de création, des œuvres qui marquent une époque. Après, par rapport à l'obsolescence programmée, on voit bien, surtout, plus l'entreprise est importante, plus on réalise en fait que c'est calculé. Surtout aujourd'hui, on réalise que quand on ressort un jeu, il y a c'est un peu comme les skins. On peut faire beaucoup d'argent avec très peu d'efforts, et puis c'est quelque chose maintenant qui est intégré dans les modèles d'affaires des grandes entreprises. Donc nous, on se retrouve à effectivement devoir lutter contre cette obsolescence où les entreprises ont aucun intérêt à ce qu'on archive pour eux, à ce qu'on patrimonialise, à ce qu'on s'assure en fait que les œuvres restent accessibles. Donc là, on est un petit peu en porte-à-faux avec ceci. Et puis, voilà, cette obsolescence programmée, quelque part, elle détermine ce qu'on va réussir à sauvegarder parce qu'il y a beaucoup trop. Et donc, c'est là où on peut intervenir. Je suis pas sûr de répondre clairement à votre question, mais l'obsolescence programmée, elle est partout dans le jeu vidéo parce qu'on a des cycles de consoles ou de machines ou de systèmes d'exploitation qui sont très très courts. Et puis, du coup, ça détermine un petit peu nos choix. Alors, je vous propose de poursuivre la discussion à l'hôtel des 3 collèges. C'est cela, Boris? Oui, tout à fait. Rue Victor Cousin. Et puis, compte tenu, je pense que nous invitons aussi toutes les personnes présentes dans cette salle. Si vous voulez vous joindre à nous pour poursuivre les discussions et puis vous restaurer autour d'un buffet, donc c'est avec plaisir. Et on reprend les communications à 14h30 précise. Merci, à tout à l'heure. Alors, on va fermer la salle. Mais il y a quand même 200 personnes qui ont la clé dans la Sorbonne. C'est tout pour juste l'information qu'on m'a donnée. Ouais, voilà.